forever. NBA now and forever. Et bienvenue à tous et à toutes sur ce nouvel épisode de Forever, le podcast qui traite de l'actualité NBA sans langue de bois, mais surtout avec beaucoup de mauvaise foi. Le tout concocté évidemment par Sports Content. Alors, pour cet épisode, pas de Vladimir. On s'est enfin débarrassé de lui. Enfin. Alléluia, alléluia, alléluia. Et vous aurez peut-être remarqué que cet épisode sort le jeudi plutôt que le mercredi. Alors pour ça, j'ai une bonne explication pour vous. On a enregistré un épisode hier avec Samuel et Polo. Et du coup, moi c'était ma première en tant que présentateur. J'ai pas capturé leur son. Donc on a fait un épisode de 1h10 pour rien. Voilà. J'ai que les rushs de ma voix. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup, on va être que deux. Même si on a une petite photo de Vladimir avec nous. On va être que deux avec mon acolyte Damas, l'homme qui déteste toutes les équipes de la NBA, sauf si Jermaine O'Neal est passé par cette équipe. Oh là 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 là, direct. Non mais direct. Non mais en soi, t'as peut-être... Oui, c'est vrai que Jermaine O'Neal, Blazers... Spacers, voilà. Spacers. Bizarre. J'aime les... Ouais, les... Oh non, c'est pas bizarre. Ah, tu vas arrêter. Ces deux équipes ont failli être en finale NBA 2000. T'as oublié? Il y a Portland, 4e quart-temps. Un match près. Les Pacers qui sortent les Knicks. Bon, du calme un petit peu avec tes a priori. Après, les Suns et les Warriors. Ça aurait été mais une finale que la NBA déteste. Parce que c'est deux marchés qui ressemblent à rien. En tout cas, aux yeux du monde people. Donc, il n'y a aucune raison que ces deux équipes puissent aller en finale NBA sur ce genre de critères. Puis t'imagines... David Stern à l'époque qui doit donner le trophée à des mecs comme Rachid Wallace. Il y avait Zach Randolph à l'époque, non? Non, Zibou, il n'était pas encore en NBA. Il n'était pas encore là? Il était pas encore là. Mais il y avait que des... il y avait que des cassos, quoi. C'est vrai que... Mais surtout beaucoup de talent. À l'époque. T'avais Scottie Pippen qui était là. T'avais Bonzi West qui sortait du banc. T'avais Steve Smith qui était un super scoreur. Damon Stoudemire. Non, il y avait quand même... Il y avait du Smith talent. qui était encore présent du côté des Pacers. Donc non, il y avait Sabonis. quand même du bon monde. Sabonis, bien sûr, numéro 11, bien sûr. Le joueur qui s'estime comme étant le pivot le plus fort des 20 dernières années au cours de sa carrière. Bon, en tout cas, au niveau européen, rien à dire. Une fois qu'il a passé l'Atlantique, bon. Ah, il était pas dégueu, quand même. Mais il était grave talentueux, même. Il était même trop talentueux. Mais physiquement, il était pas dans des conditions optimales pour qu'il puisse surperformer. Et en plus... Ah bah ça c'était l'époque qui voulait ça. Faut pas oublier qu'il est lituanien le bonhomme. Ouais, c'est vrai. Lituanien en plus époque URSS. Exactement. C'est pour ça que je ne préfère pas trop m'étendre là-dessus. C'est pas le sujet du podcast, mais on a des sujets à traiter, mon très cher Quentin. Ah putain, je viens de voir, j'ai spoil le titre du débat. J'ai oublié de modifier. Bon, c'est pas grave. Eh ben bravo. Ouais, c'est pas très grave, c'est bon. On va commencer avec les 3 petites actualités de la semaine. Ah, vas-y mon gars. Pour commencer, du coup, Greg Popovich, fin de saison pour le coach, après son AVC du coup survenu début novembre. Il devait reprendre normalement début mars, mi-mars, au final fin de saison, et peut-être même fin de carrière dû à des complications au vu de son grand âge. Il va se forcer 76 ans cette année. Ouais. Donc peut-être... C'est à toi de parler en premier. Ah ouais, je vais répéter ce que j'ai dit hier du coup pendant l'enregistrement. C'est peut-être le coach le plus emblématique de l'histoire de la NBA qui s'en va. Peut-être pour moi le meilleur coach de l'histoire devant l'homme au triangle. Mais voilà, on parle d'un monument du coaching qui s'en va. Ouais, un monument du coaching qui a révolutionné pas que le coaching dans le mode NBA, parce que il y a eu bon nombre de techniciens d'autres disciplines, notamment dans les sports majeurs américains, qui ont une figure avec Greg Popovich, mais également dans le football européen, qui le connaissent bien également pour ses qualités managériales. Sur tous ces aspects-là, automatiquement, Popovich s'y retrouve. C'est quand même dommage qu'il puisse se quitter la grande scène. C'est pas encore rendu officiel. Ouais. Mais que ce soit par la maladie quand même, dont on sait les dégâts qu'elle cause actuellement dans nos vies courantes à nous tous.
c'est quand même frustrant que la maladie soit le moyen de séparation de Greg Popovich avec la Grande Ligue. Donc, on est, en tout cas, la première chose qu'on lui souhaite, c'est un très, très gros rétablissement. On va d'abord s'arrêter par là. Je pense qu'il est assez sage pour qu'il puisse se rendre compte qu'il faut stopper et arrêter là, à mon avis, à l'échelle du rythme que demande la Grande Ligue aujourd'hui. Je pense que ça serait judicieux de sa part, selon moi. Puis, en vrai, là, du coup, il va être un peu libre. Je pars à San Antonio d'ici 2 semaines. Peut-être qu'on pourra réussir à gratter. Tu voulais la placer, celle-là. Mais peut-être qu'on pourra réussir à gratter un petit verre avec le coach. Ce serait sympathique, en tout cas. Ce serait très sympathique. Je te conseillerais de beaucoup prier, mais si cette circonstance arrive, t'as intérêt à faire une photo, interview, je sais pas, tu te débrouilles, mais il faut que tu nous ramènes un truc. On a un truc de prévu avec Vlad par rapport à mon voyage. Je vais pas en dire plus pour l'instant, mais on a un truc de prévu. Il y aura des images. Ah, c'est déjà une bonne nouvelle, déjà. Direction de Fort Alamo. Voilà. Et histoire de conclure un peu sur le coaching des Spurs, du coup, il y a un nom qui revient au niveau des rumeurs locales, donc là vraiment les rumeurs à San Antonio même, où Becky Hammon pourrait revenir en NBA pour reprendre le flambeau. Elle, du coup, qui a été assistant coach aux Spurs, qui est ensuite partie à Las Vegas en WNBA et qui a retourné la ligue en fait. Qui a détrôné la ligue complètement. Ce serait très intéressant qu'elle puisse prendre le coaching, c'était pas loin comme tu viens de le dire, Quentin, qu'elle puisse prendre le poste de head coach. Simplement, c'est que Vieux Pop avait encore de la force. Mais là, vu les circonstances, en effet, on sait que c'est délicat. Il y a pas mal de très bons coachs, assistants coachs, qui ont quand même été du côté des Spurs. Même Heitor Messina, qui était là aussi, qui avait toqué à la porte. Budenholzer, bien sûr. Mais de toute manière, on connaît l'école Spurs, à ce sujet-là. Même au niveau des joueurs, parce que t'as Steve Kerr qui était passé à l'époque, où il a dit que c'était aussi par rapport à Pop qui s'est tourné vers ça. Bien sûr, il le considère comme son leader. Aussi un nom peut-être un peu moins connu en tant que joueur, Ime Udoka. Ime Udoka, bien sûr. Qui a fait quelques saisons côté Spurs. Quinn Snyder aussi, qui a été assistant, il me semble. Je ne pourrais pas confirmer, mais ça ne m'étonnerait même pas. En tout cas, pour coach Bud, c'est une évidence. Et tu as aussi Mac Brown aussi, qui a été viré par... Ah ouais. Mac Brown qui a été viré au début d'année par les Kings, mais qui a également été l'un des disciples de Greg Popovich. En tout cas, bon rétablissement, le vieux coach. On est avec toi. Bon rétablissement à lui, franchement, c'est notre papy à tous. Tous. C'est voilà, bon. Tant que la santé est là, on va être heureux, même si c'est l'infâme Mitch Johnson qui doit nous coacher. Oh là là là, il fallait que tu la places celle-là. Oui. C'est ton quart d'heure, c'est ton espace, je t'en prie. Tu peux tout déverser. Non, c'est bon. Je vais prévoir un truc spécial pour lui, pour le dégommer. Pardon. Continue, on écoute. Allez, deuxième info, je vais pas trop Je vais garder des munitions. Du coup, deuxième actu de la semaine, Bobby Portis suspendu 25 matchs pour une prise accidentelle de tramadol. Donc, du coup, pour ceux qui savent pas, le tramadol, c'est un antidouleur un peu moins fort que la morphine, mais qui soulage bien. Voilà, et qui fait partie depuis cet été des produits bannis par la NBA. Alors, de ce que j'ai lu, en gros, il devait prendre un autre produit avec un nom à peu près similaire, et voilà, ils se sont trompés au moment du truc. Lui et son agent, ouais. Et donc, du coup, je vais répéter les paroles de Samuel hier, du coup, histoire de lui faire un petit hommage à cet enregistrement perdu. La NBA, c'est surtout pour marquer le coup, quoi. Parce qu'il était suspendu pour dopage. Voilà, 25 matchs, ça fait beaucoup. Il est à peine moins suspendu que des mecs qui ont tabassé leur femme, comme Miles Bridges. Jackson Hayes, qui a pris lui quasiment rien, je crois, en suspension. Enfin, voilà. Ou d'autres personnes qui font des paris sportifs et qui sont bannis à vie. Non, on est complètement d'accord. Bien entendu, avant de souligner cet aspect-là, c'est quand même complètement débile à ce que Bobby Portis puisse se retrouver dans une telle situation. On parle d'un joueur qui a maintenant une certaine expérience dans la ligue, qui a maintenant un certain type de pédigré, qui a clairement sa place dans la ligue aussi, notamment dans la rotation des Bucks de Milwaukee, champion NBA, pratiquement l'un des meilleurs sixième hommes de la ligue. Et retrouver Bobby Portis dans cette situation, quelque part, ça démontre encore une fois le niveau de médiocrité intellectuelle des joueurs NBA. C'est complètement débile. Lui et son agent, là, ils ont vraiment ils ont chié dans la colle, en fait, parce que là, du coup, ça fait qu'il revient le 4 avril, et il restera 4 matchs de régulière pour les Bucks. Donc bon,
ça va encore, il va être là pour les playoffs, limite il va pouvoir se reposer parce qu'il me semble qu'il a des problèmes, il avait des douleurs au dos, il me semble. Donc bon, au Ouais, moins, mais ça il fait un peut petit moment, d'autant plus que ces douleurs sont toujours là. Mais en vrai, on a compris que les Spurs sur ce milieu de saison et le choix qu'ils ont fait, ça va être un petit peu délicat. En tout cas, il y a un joueur qui va falloir qu'il puisse se montrer au cours de cette absence, c'est Kyle Kuzma, qui n'a pas le même poste, bien entendu, que Bobby Portis, mais ça va lui donner davantage de tickets shoot pour qu'il puisse s'exprimer sur les ailes. Il a la taille également pour pouvoir slasher, pour pouvoir shooter. On connaît Kyle Kuzma. Là, c'est le moment de se montrer davantage, notamment au rebond. Bah là, C'est un petit peu faiblard. il est pas tout mal, hein. Bon, à part les pourcentages à 3 points de Kuzma qui sont juste C'est dégueulasses, une là. catastrophe. C'est une catastrophe. Mais là, niveau stats et impact au rebond, bah en fait, tu regardes, c'est le troisième meilleur rebondeur des Bucks. Juste derrière Yanis qui a 12 rebonds et Portis qui a plus de 8 rebonds. Ouais, Kuzma, la moyenne est de combien? il prend un peu plus de 7 rebonds, Kuzma quand même. Puis il met sa quinzaine de Ça points. va. Ça vaut pas Chris Middleton, hein, mais Non, ben ça oui, un dépanne. petit coucou à Rafik. Un petit coucou à Rafik. Mais on sait très bien que là, c'est les derniers rouages avant les playoffs pour les Bucks de Milwaukee qui se lornent entre la 4e et 5e place. On connaît la semi-rivalité qu'il y a avec mes Pacers d'Indiana. Ça y va tout droit à cette confrontation des premiers tours de playoffs. Attention à ce que Détroit derrière ne puisse pas revenir au classement parce que Détroit est sur 7 victoires consécutives, je crois, un truc comme ça. Sacré Ouais, bilan en 7. cours. 7 victoires, parfait. Et que l'absence de Bobby Portis ne puisse pas autant peser, notamment dans la peinture, à l'échelle offensive et au niveau du rebond. Après là, cette victoire aux Pistons, bon, c'est des victoires contre les Sixers, les Hornets, 2 fois les Bulls, les Spurs, les Hawks. C'est bien, il faut prendre. Mais voilà, tu vois, tu prends, là t'as joué les Clippers, tu les as gagnés, prochain match c'est contre les Celtics. Bon, on va pas te demander de le gagner, mais voilà. Et là, là je suis en train de voir leur calendrier, tu vois, les Pistons justement, ils ont un calendrier assez abordable, hein. Ils jouent encore 2 fois les Wizards, ils jouent le Jazz, ils jouent les Nets, ils jouent les Pels, 2 fois les Pels même, ils jouent encore les Spurs. Bah, il y a de quoi valider la 6e, voire même la 5e place, hein. Et même ce qui va être marrant, c'est que leurs 2 derniers matchs les Pistons cette saison, c'est contre les Bucks. Tiens. Bah, si jamais au niveau du classement, les deux équipes ne sont pas si loin que ça, attention à l'upset. Et là, on dira, bah, Bobby Portis, ton absence fait mal. Bah attends, en plus, ils ont le même bilan. Ils ont quasiment C'est le pas même vrai. bilan. Bah en fait, Ouais, les Pacers, une les défaite de Bucks... plus, je crois. En fait, les Pacers, vous êtes en 32-24. Les Bucks Ouais. en 32-25. Et les Pistons en Ouais. 32-26. Ben voilà, il y a une vraie bagarre pour la 4e place. Donc à voir qui va les prendre. Mais là, les Bucks, bah, comme tu dis, ils partent avec une épine dans le pied. Ben, en parlant de l'épine, le prochain match c'est le 27 février prochain face à Denver. C'est Denver qui vient dans le Wisconsin, qui a sèchement battu Indiana en plus il n'y a pas très longtemps, en début de semaine. Ça va être encore une fois un gros travail pour défendre sur Joker, hein, on le sait. Hein. Après, c'est pas l'équipe la plus en forme. Bon, ils ont eu beaucoup de victoires dernièrement, mais un peu comme les Pistons, ils ont joué beaucoup d'équipes médiocres, un peu. Médiocres Ouais. en moyenne. Tu t'es pris une dérouillée contre les Lakers. À voir ce que ça va donner, ouais, contre... Ah contre oui, les c'est vrai Bucks. que les Lakers avaient vraiment battu, hein, vraiment Ouais, une vilaine défaite. 23 points d'écart, t'avais pas de pivot. Une vilaine défaite. Ok pour Bobby, ben réveille-toi encore une fois. Désolé pour Rafik, je sais qu'il n'a toujours pas avalé ce qui s'est passé. Nous le savons tous. C'est compliqué. On est tout correct, toi, Rafik. Vraiment. Et pour la 3e info, là, du coup, tu vas découvrir, hein, c'est énième dérapage de Skip Bayless. Je vais vous lire, je vais vous lire ce qu'il a dit, hein, en direct à la télévision américaine. J'ai toujours reconnu la domination des athlètes noirs. Je pense qu'il est temps de donner du crédit à certains athlètes blancs qui sont en train de briser le moule. Mac McClung peut faire des Skywalker, il peut faire des Power Slam, il a un temps de suspension à la Jordan. Je n'aurais jamais pensé voir un jour une Kathleen Clark devenir la star du basketball féminin. Nous voyons soudainement des athlètes blancs faire des choses contre lesquelles j'aurais parié beaucoup d'argent il y a 5 ans. Il semble que la grandeur à long terme des athlètes noirs ait forcé certains athlètes blancs à évoluer. Je pense que c'est une bonne chose pour le sport. Waouh. Ah ouais, on en est là maintenant. Voilà. Vraiment, mais les États-Unis, c'est vraiment un bled de merde. Hein. Mais je comprends pas qu'on donne encore du crédit à un homme comme Skip Bayless qui a bâti sa carrière sur le fait d'insulter LeBron James.
typiquement, que ce soit dans sa vie Pour privée, changer. que ce Ouais, soit déjà, de dans la vie base. privée ou professionnelle, voilà. Et qu'on le laisse dire cette dinguerie à la télé, alors qu'en plus, le mec, il a des accusations de harcèlement sexuel au cul, hein, je tiens à rappeler. Pour changer. Que c'est son ancien acolyte Shannon Sharp, si je dis pas de bêtises, Shannon Sharp. ouais, qui a porté plainte contre Skip Bayless, hein, avec 40 chefs d'accusation, je crois. Waouh. Ou non, c'est le dossier fait 40 pages. Non, le dossier fait 40 pages, voilà, que je me trompe pas. Enfin, voilà, quoi, c'est... Tout va bien. Non, tout va bien, mais on a simplement affaire à un individu qui, malheureusement, est sans doute raciste. Ah bah... Il Est sans doute y a peu de doute. raciste et qui vit mal la situation de voir le sport, à mon avis, qu'il apprécie, qui est dominé par une communauté qui ne représente pas sa couleur de peau. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce genre de choses-là? En effet, comme tu l'as bien dit, pourquoi on donne le micro à des imbéciles pareils? En fait, Shannon Sharp et lui, comme moi je les ai connus à l'époque, ils allaient tellement bien ensemble, il y avait une telle fusion, un tel dynamisme. Et en plus, ça me permettait de perfectionner mon anglais, qui, je peux vous le croire, est vraiment délicat. Vous pouvez me croire, hein, franchement. Mais le tandem, il marchait tellement bien. Et quand ces premières accusations sont sorties, que Shannon Sharp a commencé lui-même à évoquer ces vidéos-là, du fait à ce qu'il est maintenant dans sa propre surface de communication, sa propre émission, en fait, tu tombes des nues. Ah bah... Ça tient, mais en fait, quand tu fais le bilan dans ce milieu-là, c'est pas une surprise, quoi. Mais ce genre de réflexion, ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui ne veut pas réfléchir. Qui n'a pas envie. Bah, qui réfléchit comme les mecs du Midwest américain, un peu débiles. bah tu vois, en parlant de ça, du coup, je vais encore citer Samuel hier, pendant qu'on parlait de ça, du coup, où il m'a appris qu'il y a eu des scientifiques américains qui ont fait des études sur l'esclavage et les athlètes noirs, du coup. Où en gros, ils ont fait des études, ils ont été subventionnés pour dire ça, enfin pour théoriser ça, plutôt. Mm-hmm. Où en gros, ils ont dit que si les personnes afro-américaines avaient de meilleures capacités physiques, tu vois, par exemple, les Usain Bolt, tu vois, ils ont pris Usain Bolt en exemple, s'il avait d'aussi bonnes capacités physiques, athlétiques, c'était que grâce à l'esclavage, tu vois, le fait qu'ils travaillaient, bah en fait, ça leur a permis de se développer physiquement et d'avoir des capacités physiques supérieures. Voilà, donc il y a des mecs qui ont été payés, qui ont été subventionnés pour te pondre ça comme théorie, et c'est passé normal. C'est incroyable, en fait. Hein. C'est incroyable. Hein. Moi, ce pays, c'est le pays de la démesure dans la bêtise comme dans la performance. Je comprends pas, en fait. Et en fait, ils trouvent ça normal de raisonner comme ça. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que tous ces fils d'esclaves présents sur le territoire américain et au-delà des États-Unis sont censés être à un niveau physique extraordinaire. Parce que Dieu sait, on le sait que c'est pas vrai. C'est que des LeBron James. Ah ouais, il y a que ça dans la vie, quoi. Non, il faut qu'on arrête un petit peu les conneries. On a affaire à des gens qui ne veulent pas réfléchir, qui ne veulent pas se remettre en question sur ce genre de questions-là. Et si maintenant ils cherchent des raisons, des raisonnements et des arguments à leur position, je dirais, humaine, sur leur réflexion de vie, je pense qu'il est mieux qu'on puisse s'en passer et que Bayless puisse déjà être condamné pour ce qu'il dit et pour ce qu'il a fait. On attend que ça. Comme ça, on en parle. Bah, le problème, c'est qu'avec le nouveau gouvernement américain, ce genre de take, si on peut dire, hein, parce que c'est pas vraiment une take, hein, c'est juste dire de la merde pour dire de la merde, ça va être de plus en plus accepté, j'ai l'impression. Ça veut dire, en fait, je suis complètement d'accord avec toi, mais ça veut dire quelque part qu'il y a déjà cette pensée qu'on ne peut pas communiquer avant, mais qui est toujours là et qui règne dans la tête de certaines personnes. Et en fait, on peut même faire le parallèle avec la France, avec la montée médiatique de l'extrême droite auquel on a assisté depuis maintenant, depuis même pratiquement l'arrivée de Macron au pouvoir. Et c'est bizarre parce que Macron n'est pas forcément affilié à ça, mais étonnamment, les partis d'extrême droite et plutôt la force médiatique de l'extrême droite s'est clairement accrue au fur et à mesure du règne de Macron en France. Mais... Donc maintenant, si sous Trump, on arrive à ce genre de modèle-là, bon, de toute manière, c'est pas très étonnant parce que son numéro 2 qui s'appelle Elon Musk, voilà. Des idées bien vilaines par rapport à l'Afrique du Sud. Et même par rapport à l'Europe, parce qu'ils sont prêts à soutenir l'AfD en Allemagne, je crois, qui est le plus gros parti. Il le soutient déjà, Elon Musk le soutient déjà, il les subventionne. Très fortement. Très fortement. Mais c'est le parti, je crois que c'est le parti même européen le plus puissant d'Europe, je crois. Il y a moyen, ouais, vu que l'autre, il leur paye tout maintenant. Ah, mais c'est très sérieux, hein. Donc,
on va dire que ce genre de discours risquerait malheureusement d'être popularisé en Occident. Espérons quand même qu'il y ait une certaine forme de raisonnement à ce sujet, parce que si c'est pour tenir ça, aïe, Mais on va pas aller bien loin. tu vois ce que tu disais que la montée de l'extrême droite en Europe, en France par exemple, tu vois, bah, Ouais, à l'échelle médiatique. tu, Ouais, tu- surtout. tu vois, justement, on en parlait déjà hier. J'ai vu il y a pas longtemps, il y a eu un sondage de popularité des figures politiques qui a été fait en France, où dans le top 5, tu retrouves 3 à 4 personnes, tu vois, RN. RN, Reconquête, enfin, tu vois, tous les trucs comme ça. Ouais, tout ce truc-là, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vois, genre, le préféré des Français sur le sondage, c'était Bardella avec des 35%. Et des vrais chiffres, hein. Ouais, j'ai vu ça la semaine dernière. Puis, bah, ça rejoint un peu toutes bah, les idées nauséabondes que semble avoir Skip Bayless. Absolument. En plus, c'est ridicule, en fait. Enfin, après, c'est vrai que les États-Unis, pour faire le parallèle avec eux, ils ont de suite, ils ont accepté dans leur culture les différents clivages ethniques, communautaires qu'il y a aux États-Unis. C'est-à-dire la communauté blanche, la communauté noire, la communauté prolétaire blanche, également les ouvriers blancs, la communauté latino. C'est des choses qui sont quand même assez remarquées. Les Cherokees, toutes ces histoires, c'est des choses qui sont assez remarquées, qui sont devenues remarquables à l'échelle de la culture afro-américaine. Il y a certaines réalités que les gens essaient d'analyser. Mais de là à en tirer une conclusion pour estimer qu'un non, c'est bien que des blancs soient maintenant là. Ah, mais Tiger Woods, il leur a dit quoi alors? Quand il a commencé à performer au niveau du golf? Tu vois, c'est. Quand j'ai lu la déclaration là, de Bayless, tu vois, et tous ces trucs-là, j'étais tout seul, tu vois, j'étais devant mon PC, mais je tombais des nues, j'étais là, je me disais, mais en fait, comment ça peut être accepté de dire ça en direct, tu vois, de dire ça en direct. Ah ouais. Déjà, juste de dire ça, mais en plus de le dire en direct sur que ce soit sur un podcast, je sais plus c'était où exactement où il a dit, je sais plus si c'était à la télé ou sur un podcast, mais je sais pas, il y a un vrai problème et... Tu vois, et ça passe normal. Et personne pète les plombs. Personne ne trouve ça scandaleux quand on connaît le passif qu'il y avait dans ce pays avec ce genre d'idéologie. Et tu vois ce que je disais pareil à Samuel Epaulle hier, c'est tu tapes Skip Bayless sur Google, tu vas dans l'onglet actualité. Là, cette phrase-là, ce qu'il a dit là, ce que je vous ai lu, ça n'apparaît pas dans la première page de recherche, tu vois. Alors oui, tu vas voir en premier résultat, ça va être l'histoire de harcèlement sexuel. Donc bon, c'est une bonne chose que ce soit mis en avant. Tu vas voir du coup Shannon Sharp et sa plainte, là, le dossier de 40 pages dont je parlais. Mais première page du coup d'actualité sur Skip Bayless, il y a aucune mention de ça. Tu vois, C'est chaud. il a fallu que je le cherche ailleurs pour avoir la citation en entier. Ouais, c'est chaud. Ça veut dire qu'on essaie de passer sous silence ce genre d'informations. Ah, c'est En triste. tout cas, il a parlé d'une certaine communauté. Si jamais ça en était une autre qui a une certaine prépondérance en France et qu'il avait remis en cause aux États-Unis, ça aurait été beaucoup plus grave. Parce que dire du mal de l'un en parlant de la communauté noire par rapport à une autre forme de communauté, les dégâts peuvent être beaucoup plus importants par rapport à d'autres. C'est vrai. Donc bon, on espère que Skip la fermera un peu. Puis que les histoires aussi, que toutes les accusations de harcèlement sexuel seront condamnées, évidemment. Au plus vite. Oui. Bon, c'est quand même très grave quand même. On sait que ça va durer, mais oui, bah oui. Espérons. Mais tôt ou tard, ça va tomber ces trucs. Parce que 40 chefs d'accusation, c'est ça? Bah non, c'était 40 pages le dossier, je me suis trompé en... Ah, 40 pages. C'était de la plainte de Shannon Sharp, du coup, 40 pages. 40 pages quand même. C'est un vrai dossier, quoi. Ah, ça doit être sérieux, ça doit être sérieux. Ok, mettons ça de côté. Passons sur un sujet plus joyeux. Les New York Knicks. Salut Brice. Alors, je vous ai écrit une petite remise en contexte quand même, histoire qu'on replace tout bien comme il faut. Et puis je donnerai 2-3 stats à la fin de la remise en contexte pour vraiment introduire ce débat. Vas-y. Alors après plusieurs années de disette quand même, hein, les Knicks ils ont retrouvé les playoffs lors de la saison 2020-2021, ils y étaient pas allés depuis la saison 2012-2013 avec Carmelo Anthony en franchise player.
En deuxième tour face aux Pacers, c'est éliminé. Exactement. Du coup, t'avais un Julius Randle niveau All-Star, voire même All-NBA suivant les années. Les Knicks, ils pouvaient enfin recommencer à espérer avec Tom Thibodeau en coach, hein, parce que c'est aussi avec l'arrivée de Tom Thibodeau que les Knicks ont retrouvé les playoffs. Donc après, t'as eu une petite saison moyenne, t'as pas fait les playoffs. Mais ils ont fait un très bon coup à l'été. Ils ont signé Jalen Brunson pour pas très cher. À l'époque, on était beaucoup à se dire ah, c'est cher pour Jalen Brunson. Au final, c'est eux qui avaient totalement raison. Au final, le contrat était ridicule comparé à ce qu'il a fait après. Du coup, première saison avec Jalen Brunson, tu passes enfin le premier tour des playoffs. Première fois aussi depuis 2013, du coup. Oui, Tu bats les Cavs au premier tour. c'est ça. Et la saison suivante, du coup, saison dernière, 2023-2024, il y a eu du bouleversement. R.J. Barrett, Emmanuel Quickley, transféré à Toronto contre OG Anunoby. Les Knicks, ça patauge, ça fait qu'une demi-conf encore. Il y a eu beaucoup de blessures quand même. Mitchell Robinson, Julius Randle, surtout que Julius Randle en playoff n'a jamais été une assurance tout risque. Voilà, bon. Du coup, leur solution, c'est tu réalises enfin le rêve de tous les bandeurs de stars et de tous les tabloïds new-yorkais. Tu ramènes Karl Anthony Towns, où ça fait des années, t'as des rumeurs Karl Anthony Towns aux Knicks. Là, ils l'ont fait. T'envoies Julius Randle dans le Minnesota en compagnie de Dante DiVincenzo. Et après, t'oublies pas d'envoyer tout le reste de tes assets aux Nets pour récupérer Michael Bridges, qui sortait d'une saison moyennasse quand même, et t'envoyer 5-6 pics de draft au total avec les swaps. Donc voilà, les Knicks New Look, un peu avec un 5 majeur, un très très bon 5 majeur quand même sur le papier et même sur le terrain, hein, ça se voit. T'as des gros défenseurs, t'as des mecs polyvalents, t'as 2 gros scoreurs. Mhm. Ah oui, absolument. Mais après, le problème c'est que derrière, pas de rotation très très serrée, et on n'oublie pas aussi que Tom Thibodeau, il a décidé que ses titulaires allaient jouer 50 minutes par match sur 48 possibles. Comme d'habitude. Voilà. C'est encore pire même parce que je suis allé regarder. Du coup, je vais commencer avec les petites stats. T'as le 5 majeur des Knicks. Chaque joueur joue minimum 35 minutes de moyenne. Josh Hart et Michael Bridges sont les 2 joueurs qui jouent le plus en NBA avec 37,9 et 37,8 minutes. C'est les 2 joueurs qui jouent le plus. Et je suis allé voir du coup saison 2011-2012 aux Bulls avec Thibodeau. Il y avait que 2 joueurs qui dépassaient les 35 minutes. La saison d'avant, pareil, en 2010-2011, quand Derrick Rose a MVP. Que 2 joueurs qui dépassent les 35 minutes. Donc en fait, Tom Thibodeau, il a encore resserré le truc. C'est incroyable. Et pourquoi on fait ce débat? Du coup, en fait, on va parler un peu du plafond de verre des Knicks, parce que là, j'ai du coup les matchs joués. Les Knicks, ils ont joué 25 matchs contre des équipes à 50% de victoire ou plus. Mhm. Le bilan, c'est 11 victoires pour 14 défaites. Donc bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ça pourrait être pire, mais c'est pas ouf. Mais quand tu creuses... C'est même mauvais. C'est même décevant. Ouais, c'est décevant, mais ça pourrait être pire, j'ai envie de dire. Parce que quand tu vas entendre les prochains, ils ont joué 10 matchs contre le top 3 des 2 conférences. Donc OKC, Grizzlies, Nuggets, Cavs, Celtics. C'est 3 victoires, 7 défaites. Et ensuite, ils ont joué 7 matchs contre le top 3 de la ligue, donc Celtics, OKC et Cavs. Sur ces 7 matchs, il y a 0 victoire. Waouh. Dans le top 3 des 2 conférences, ils ont battu les Nuggets, les Grizzlies. Et c'est tout. Et dans les équipes à 50 victoires, je crois que t'as une victoire contre les Pacers. Les Pacers, vous allez... une très belle victoire en plus. Vous les avez battus en plus, je crois. Ah bon? Il me semble que vous avez battu une fois, ou alors je me trompe. Ouais, mais... Attends, je vais dire ça tout de suite. Ouais, on les a battus, ouais. Là-bas en plus. Mais voilà. Au Madison. Un très mauvais bilan contre les équipes sérieuses. Surtout que dans ta conférence, on en parlait. On en parlait en off avec toi, Damas. Il y a que 6 équipes à l'Est qui sont au-dessus des 50 victoires. Donc c'est compliqué. Et les Knicks en font partie, du coup, en plus. Donc ça fait ça fait qu'il y a 5 victoires, 20 défaites. Ça fait qu'il y a 5 équipes dans ta propre conférence que tu n'arrives pas à battre alors que t'es 3ème quand même. Tu restes 3ème de conférence. Juste pour minimiser, ils ont quand même battu les Bucks 2 fois, quand même, les Bucks de Milwaukee, qui eux aussi sont dans la même problématique de perdre face aux leaders de leur conférence. Et je crois qu'ils ont perdu 3 fois contre les Seas de toute la saison régulière. Les Cavs également les ont battus aussi, je crois, 2 fois ou 3 fois. Donc bon. Je crois que les Cavs, ils ont perdu 1 fois contre eux, je crois, et ils ont battu 2 fois pour l'instant.
si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense aussi. Ouais. Bah, ils sont dans la même conférence, donc ils s'affronteront dans la même division. Ils s'affronteront normalement 4 fois. Vas-y, continue à développer par rapport aux Knicks. Bah, du coup, bon, là, j'étais arrivé à mes petites stats. Et dans les autres problèmes, du coup, parce que Karl Anthony Towns fait une énorme saison offensive. Voilà, il est Bien dans, sûr. il est dans ses standards de début de carrière quand il faisait des grosses saisons, mais que ça gagnait pas. Là, cette fois, il allie efficacité individuelle et collective. C'est déjà une bonne chose. Après, le problème, du coup, ça va être sur la défense. Bizarrement, voilà, alors que les Knicks restent une bonne défense. Karl Anthony Towns, c'est le 3e pivot qui se prend le plus de points dans la raquette. Oh là 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 là, c'est mauvais tout ça. Les 2 pivots devant lui, bah en plus, c'est quand même des gros pivots qui sont devant lui, 2 Européens. Ah. Un qui joue aux Bulls, Nikola Vucevic, qui est du coup le 2e pivot qui se mange le plus de points dans la raquette. Ouais. Et le premier, bah il est triple MVP. Ah, bon. Mais bon, après Jokic compense tellement offensivement que tu te dis, c'est pas grave. 4 compense offensivement, on va pas lui enlever ça. Mais un peu moins que Jokic quand même, hein. On va pas commencer à les comparer. Bah, tu vois, pas par rapport à 4, si tu me permets de commencer par lui. En termes de lecture analytique, on va essayer de développer sur tout ce que tu as développé. Bah, 4, on connaît ses qualités offensives. Tu l'as très bien évoqué. Défensivement, on le savait qu'il y avait des lacunes qu'il transporte depuis le début de sa carrière. Et en fait, aux Wolves, ils avaient fait un super truc en décalant 4 au poste 4 en tant que ailier fort. Et en laissant Rudy Gobert dans ses tâches défensives dans lesquelles il a performé, qui a été son fond de commerce durant toute sa carrière. Donc l'équilibre des Wolves permettait en effet à Big Cat à ne pas être gêné. Pourquoi? Parce qu'il y a également au poste 3 un certain McDaniels en défense qui était aussi intéressant pour couvrir également les différents points de paresse qu'on voit du côté défensif. Et même quand tu regardes le banc avec les rotations, t'avais Rudy Gobert qui sortait, tu pouvais nous faire, il pouvait faire des rotations Karl Anthony Towns avec Naz Reid. Naz Reid, bien sûr. Ou Naz Reid, bah, c'est un bon défenseur. défenseur. Exactement bon défenseur, très bon shooter à 3 points, un 4 qui sait très bien s'écarter, qui a été élu meilleur 6e homme de la Ligue sur la saison 2023-2024. Et puis même aussi, tu regardes au niveau des bacs courtes, hein, t'as Mike Conley, même s'il commence à être vieux, ça reste un mec capable. Anthony Edwards se donne quand même. Nick Alexander Walker aussi. Bien sûr, en défense. T'avais vraiment, en plus là, c'était vraiment que la rotation. Là, le problème aussi avec les Knicks, c'est que ta rotation, j'avais regardé, un de tes joueurs, là, il est plus aux Knicks, du coup là, il est parti aux Bucks. Mais le joueur de rotation qui jouait le plus, c'était Jericho Sims, avant son trade. Ouais, oh là là. Jericho Sims qui nous fait une saison, nul à chier. Voilà, on va pas passer par 4 Ouais, c'est tout. Là maintenant, celui qui a le plus de minutes, il y a Miles McBride, pardon, et Precious Achiuwa. Tu vois, c'est ces deux mecs avec le plus de temps de jeu en sortie de banc. Alors Precious Achiuwa, il peut dépanner, ok, mais c'est pas... Quand t'es une équipe compétitive, ça doit pas être ton backup. C'est pas suffisant, en fait. C'est pas suffisant. Et moi, il y a plusieurs rencontres automatiquement récentes auxquelles on peut revenir. C'est par exemple face à Boston. La défaite qu'ils ont eue le 23 février dernier, 118-105. On sait que Boston n'a pas fait un bon hiver. Ça a été coup-ci, coup-ça, beaucoup de manque de concentration. Boston, on les connaît sur cet aspect-là. Et du côté des Knicks, malheureusement, c'est des matchs sur lesquels il faut qu'ils puissent se démarquer, parce que je crois que c'est la télévision nationale qui est là. C'est aussi le fait de montrer un certain visage à la Ligue, qu'il faut compter sur nous, sur les visages de l'Est. Et la problématique, c'est que très rapidement, au cours de cette rencontre, ils ont été tout de suite dominés. Et il y a un joueur qui a aussi beaucoup souffert au cours de cette rencontre, c'est Jalen Brunson. Oui. Auquel, malheureusement, on sait que c'est le leader de cette équipe. Il a fait preuve justement d'un leadership exceptionnel au cours de l'été dernier, mais dans les rencontres clés, notamment face à ce que tu as développé, je ne sais pas si tu as les stats que tu as sur les défaites qu'ils ont. J'ai pas cherché jusque-là. Ouais, bon, c'est pas très grave, mais Jalen Brunson doit être décisif, ce qui n'a pas été le cas au cours de ces différentes rencontres clés dans une saison régulière. Alors bien qu'il state, parce qu'individuellement parlant, New York n'a absolument
En fait, c'est pas individuellement que les mecs, il faut les critiquer, qu'il faut remettre en cause le niveau de New York. C'est clairement dans le fait est-ce que c'est une équipe sur qui on peut compter sur ce qui va arriver d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Bah, Parce que ça va arriver vite, le mois. Tu vois, je suis plus allé chercher des stats collectives parce qu'en regardant leurs 3 derniers matchs, du coup. Ouais. Parce que je m'étais rematé les 3 derniers matchs, du coup, contre Boston. La branlée qu'ils ont pris contre les Cavs, j'ai regardé que la première mi-temps. Je me suis pas, je me suis pas infligé tout le match quand même. Ah ouais, carrément. Parce que bon, les mecs, déjà à la fin du premier quart-temps, il y avait 41-26. Ça finit à 41-29 parce que Jalen Brunson met un buzzer à 3 points. Mais tu vois, déjà 41-26 à la fin du premier quart-temps, c'est déjà pas mal. Donc j'ai regardé le deuxième quart-temps et puis après je m'afflige pas plus parce qu'ils se font défoncer. Ils se font gonfler. Et en fait, je suis allé chercher beaucoup de stats collectives du coup. Où par exemple, sur le nombre de passes, tu vois, pas de passes décisives, vraiment des passes. Ils sont dans la seconde moitié. Dans la seconde moitié de tableau de la ligue, sous la 15e place, aux alentours des 18, 20, de la 18e, 20e équipe qui fait le plus de passes du coup. Et en fait, je suis allé chercher ces stats-là parce qu'en regardant les matchs, Jalen Brunson par exemple, t'as l'impression qu'il doit faire des efforts inhumains pour scorer. Il y a très peu de combinaisons entre eux. Et je suis allé chercher d'autres stats, du coup en fait, au niveau des screen assists, c'est une des pires équipes de la ligue. Au niveau des déflexions aussi, bon ça c'est un autre sujet. Au niveau des screen assists, du coup, c'est une des pires équipes de la ligue. Et en fait, ils arrivent quand même à avoir des tirs peu contestés parce que c'est l'équipe qui a le plus de tirs non contestés. En fait, quand tu regardes les possessions, c'est aussi t'as beaucoup de step back, t'as beaucoup de fade away, donc tu crées l'espace, mais t'es obligé de Et ce qui disait Paul hier, du coup, dans l'épisode perdu. Ce qu'il disait Paul, il disait en fait Jalen Brunson, il est là, il fait ses trucs, il fait ses dribbles, mais des fois il se complique la vie en fait. Il fait le dribble de trop, alors qu'il pourrait, il pourrait drive, il pourrait pull up. Et en fait t'as ça avec tout l'effectif un peu. Et du coup ça fait que les mecs ils se compliquent la vie, mais pour rien en fait. Ils se compliquent la vie pourquoi ? Peut-être parce que les systèmes offensifs les Knicks peuvent clairement passer à un autre niveau et que peut-être que les hommes qui sont en place autour de Tom Thibodeau ne permettent pas à ce que cette équipe devienne davantage dangereuse sur un système offensif. Moi, je regarde les joueurs qui composent cet effectif, rien que par rapport aux joueurs majeurs. N'évoquons d'abord pas le banc, juste les joueurs majeurs. Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Michael Bridges. Et Michael Bridges, pendant un beau moment au cours de cette année, il a beaucoup souffert sur son shoot à 3 points. Parce qu'on sait qu'il était la première menace offensive du côté du maillot de l'équipe que tu as pour cet épisode-là, les Nets. Je me demande d'ailleurs qu'est-ce qu'il leur a pris de mettre Michael Bridges comme étant la première option offensive, mais ça a été le cas. Là maintenant, du côté des Knicks, il se retrouve à peu près dans le même rôle qu'il avait aux Suns de Phoenix, mais malheureusement, il est un passif par rapport à ce qu'il a fait aux Nets. On attend beaucoup plus de lui. Après, il y a eu, petite précision, toujours la dédicace à Paul et Samuel, votre enregistrement n'aura pas servi à rien. Il y a aussi le fait que Michael Bridges a changé de mécanique de tir cet été. On ne sait pas ce qu'il lui a pris. Ça aide pas quand tu veux shooter. Il reste quand même à quasiment 36% à 3 points. C'est pas exceptionnel, ça pourrait être bien mieux, mais voilà. En sachant qu'il a changé entièrement sa mécanique de tir, ça reste honorable, on va dire. Non, clairement, mais en fait, il y a un joueur qui serait intéressant pour son retour de blessure, ce serait Mitchell Robinson au niveau de la peinture. On sait que c'est clairement la dissuasion qui va correspondre au profil de ce joueur-là. Et sa présence pourrait permettre à Towns de pouvoir souffler par rapport à toutes ces tâches défensives et à être l'équilibre de la défense des Knicks, qui défendent toujours bien. Ne l'oublions pas. De toute manière, individuellement, il y a affaire à de sacrés clients. Parce que O.J. Anunoby, Josh Hart d'ailleurs, parce que tu parlais du lien offensif. Moi, j'estime que Josh Hart, il a une carte à jouer. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est leur couteau suisse. C'est le mec le plus complet de l'équipe, j'ai envie de dire. Parce que ce soit à la passe, c'est quand même un mec qui régulièrement va poser un triple-double ou être pas loin. À la passe, il est pas dégueu, sans être exceptionnel non plus. Il est clairement pas dégueulasse. Le rebond, l'intensité qu'il met, il met une énorme intensité. Au scoring, il dépanne aussi. Beaucoup. Tu vois, mais malheureusement, Josh Hart, c'est le couteau suisse, comme tu l'as bien dit. En fait, moi, j'ai l'impression que physiquement, les mecs, on est en train de les puiser. Il joue 38 minutes.
Mais en fait, mais c'est déjà même le premier élément qu'on est même censé souligner. Mais petit Bodo, mais qu'est-ce qu'il a dans le crâne? Pas grand-chose, j'ai Qu'est-ce- l'impression. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais à un moment, mais c'est pas possible. Et en plus, moi, j'ai une statistique qui est quand même importante par rapport à la partie offensive. Jalen Brunson. Jalen Brunson, c'est une statistique qui vient des data NBA, ok? Quand il est sur le terrain, les Knicks sont à un différentiel de 4,6, plus 4,6 quand il est sur le terrain. Quand il est en dehors, donc sur le banc, ou soit même absent, le net rating, donc le différentiel des Knicks, il est à 9,4. Il y a une différence de plus 5 dans l'absence de Jalen Brunson quand, en effet, il est absent dans le jeu offensif et même quand les Knicks jouent sur le terrain. Comment t'expliques ça? Trop centralisateur, je pense. Parce que justement, je pense que ça rejoint un peu aussi ce qu'on disait tout à l'heure, avec que le fait que ça combine pas assez entre les joueurs, que les efforts surhumains. Tu vois, forcément, si le mec il pose 3 dribbles de trop, qui finit par faire un step back mi-distance un peu contesté et qui se foire, forcément, tu joues pas pareil, je pense, et tu dois jouer plus simple quand il est pas là. Ouais, exactement. Tu dois jouer plus simple quand il n'est pas là. Mais dans la mesure où, offensivement parlant, Thibodeau repose beaucoup sur les individualités, ça fait toute la différence lors de son absence, où là, les mecs doivent clairement se mettre à niveau pour pouvoir faire front à l'équipe adverse et à remporter cette rencontre, ou soit même dans ces temps d'absence. Moi, Jalen Brunson, c'est un excellent défenseur. Il a énormément progressé dans sa capacité à créer son propre shoot. C'était pas attendu qu'il puisse performer autant déjà de base à Dallas. Souvenez-vous déjà. Il a pris clairement le leadership au Knicks jusqu'à, pour ma part, causer même le départ de Julius Randle. Ah oui. Et Julius Randle, dans sa panoplie de joueurs, par contre, c'est quelqu'un qui sait faire du lien. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Moi, j'estime qu'il est capable, j'estime qu'il a cette capacité à créer de l'osmose avec les autres. Et pourtant, c'est quand même paradoxal ce qu'on dit, parce que Jalen Brunson, c'est un combo guard, quoi. Donc un meneur, scoreur, arrière shooter, et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc c'est clairement surprenant qu'on en arrive là par rapport à Jalen Brunson. Après, je pense que je pense que t'as aussi l'histoire de, il y a pas une énorme rotation, et que du coup peut-être qu'il se dit, je dois être ce mec, je dois être le Michael Jordan, tu vois, un peu. C'est vrai. Peut-être. Après, je sais pas. C'est vrai. Je suis pas avec lui. Non, mais c'est bien pensé ce que tu dis. Parce que la manière dont il joue, moi, je me souviens. Bon, après, c'est facile à dire, hein. On se souvient tous de la demi-finale de conférence Est de la saison passée face aux Pacers. Et c'est vrai que l'effectif des Knicks était vraiment décimé. Nous n'oublions pas. On sait dans quelles circonstances nous avons pu les éliminer. Mais c'est pas notre problème qu'il y ait autant de blessés. Mais Jalen Brunson vraiment faisait le héros. Ouais. Il faisait vraiment le héros. Il a pas fait une série à. Il a pas fait des playoffs à 36 points ou un truc comme ça. Il était à plus de 30 points, je crois, sur les playoffs. Non, mais il a été énorme de toute manière. Ça, Brunson, pour ça, il y a absolument rien à dire. Mais ce qui est frustrant, c'est que physiquement, tu sens que ça pèse. Tu sens que ça pèse énormément. Et des fois, des petites boulettes qu'il va faire, parce que j'estime qu'il conserve des fois un petit peu trop le ballon. Oui. Et pour sa part, là, il arrive à l'âge de 28 ans. C'est l'âge, disons, de la maturité. Ça va être très intéressant de voir comment les Knicks vont pouvoir traiter cette période printanière et avec les playoffs qui arrivent. Mais tu vois, à contrario, parce que j'ai la même impression que toi qu'il a beaucoup le ballon, plus que l'année dernière, j'ai l'impression, alors qu'en fait, son usage rate a baissé. L'année dernière, en plus l'année dernière, il était à 32,5% d'usage. Là, il est descendu à 29,3%. Donc, il y a quand même une petite baisse. Mais j'ai la même impression que toi, visuellement, que il garde trop le ballon, alors qu'en fait, il le garde moins. Mais j'ai la même impression que toi. On est d'accord. Mais le problème, c'est que les Knicks ne présentent pas d'autres variétés offensives. C'est ça le problème. On sait que le lien on sait que ça va passer par eux, mais marquer un panier du côté des Knicks, Thibodeau va toujours réclamer de l'effort. Ouais. Or que quand tu regardes les statistiques un petit peu qu'on observe actuellement, tout le monde peut scorer individuellement dans cette ligue, ça c'est pas un problème. Mais pour performer dans le temps et pour pouvoir être une équipe playoffable, voire qui cherche le titre, il faut que tes systèmes offensifs permettent à tes joueurs majeurs à ne pas puiser autant d'énergie.
Ça, c'est très important. Et Boston sait très bien le faire à ce sujet-là, raison pour laquelle il y a eu la montée en puissance de Peyton Pritchard, qui est en course aussi pour être l'un des meilleurs sixième hommes de la Ligue cette saison. Donc, il suffit même de regarder les stats des deux Jay, donc Jalen Brown et bien entendu Jason Tatum. Je me permets de parler de Boston et de pas de Cleveland, parce que Boston est vraiment la figure marquante à l'Est depuis bon nombre d'années, aujourd'hui, depuis bon nombre d'années. Oui, bah en même temps, ils ont fait plusieurs finales de conf, 2 finales, Ouais, le voilà. titre, forcément. Voilà, c'est pour ça que je parle d'eux. Mais il y a une équipe automatiquement qu'on peut mettre en parallèle par rapport aux Knicks. Tu as parlé tout à l'heure du retour des Knicks en playoff. On peut faire le lien avec les Cavs. On peut faire le lien de suite avec les Cavs. Quand tu regardes jouer les Cavs, c'est vrai que Donovan Mitchell, Darius Garland, individuellement, comme plein d'autres mecs dans la ligue, peuvent faire la différence. Mais il y a un système offensif qui est clairement évident du côté des Cavs, qui permet l'émergence d'Evan Mobley. Jarrett Allen se permet de scorer également. Je sais que tu es content, je Oui, sais. j'aime bien. Voilà, je sais. Voilà, amuse-toi. D'ailleurs, vous saviez que Evan Mobley était à 21 points de moyenne sur les 10 derniers matchs? Voilà. Oh, tu places ton espèce de mordibule, là. Il éclate. Oh là là. Il a éclaté les Knicks au dernier match. Ouais, bon, écoute, les Knicks, ils sont qui au poste 4 à New Hobby? C'est même pas un 4 de base, c'est un 3. C'est un détail. Ouais, mais c'est un détail. Mais le problème, c'est qu'en 4, il n'y a pas beaucoup d'adversaires qui peuvent lui faire front s'il fait bien les choses. Mais bon, ça reste un joueur moyen pour moi. J'ai pas envie d'en parler. Mais Kenny Atkinson, pour faire le lien, par exemple, entre les deux coachs, il a créé, en tout cas, il l'a même pas créé, parce qu'il s'appuie sur ce qu'a fait Bizenarkar, JB sur les autres saisons, c'est sûr. Ouais. Mais tu sens que les Cavs ont clairement monté le niveau qualitatif sur leur système offensif. C'est même agréable à les regarder jouer. Et c'est passé par quoi? C'est passé par le partage du ballon. Absolument. Parce que... Avec Mitchell qui est capable d'être dans le playmaking, et bien sûr, Garland. Puis surtout, bah, tu vois, par exemple, là, tu vois, Jalen Brunson, tu vois, j'ai l'impression, plus ça avance, plus il va avoir l'étiquette un peu de croqueur. Tu vois, il est en train de se créer cette étiquette, j'ai l'impression. Tu vois, c'est une reproche qu'on pouvait faire, bah, tu vois, à Donovan Mitchell pour faire la comparaison. Le parallèle. Ouais. Tu vois, Donovan Mitchell, tu vois, l'année dernière, j'ai vu, tu vois, il se faisait beaucoup, ça disait beaucoup, oui, c'est un croqueur, au playmaking, machin, tu vois. Alors que là, tu sais, tu le vois, il est vraiment devenu un mec au service du collectif, même s'il peut t'en mettre 35 dans la bouche quand il veut. C'est devenu un mec au service du collectif, tu vois les Cavs faire des contre-attaques, t'as 5-6 passes avant qu'il y ait le panier. Alors que, bah, Onyx, t'as pas ça. Puis même déjà sur les contre-attaques, ils sont moyens, hein, j'avais la stat, ils sont 15e au point sur contre-attaque, qui sont pile pour le milieu. Vraiment milieu de tableau. Hein. C'est vraiment une équipe lambda, tu vois, sur ces phases de jeu-là, puis même sur d'autres phases de jeu, où ça rejoint du coup ce que je disais avec tout ce qui est screen assist, même les passes. Ça rejoint ça en fait. T'as pas l'impression qu'il y a un vrai collectif, parce que aussi le problème, c'est les rotations de Thibodeau, c'est les temps de jeu. Forcément, tu peux pas créer une vraie alchimie avec les joueurs du banc. Tiens, tu parles du banc. Regarde les rosters des Knicks, il y a qui sur le banc? Ah, mais il y a personne. Là, tu vois, bon, Miles McBride, ok, ça dépanne, c'est un bon shooter. Puis après, ce que je disais tout à l'heure, t'arrives sur Precious Achiuwa, du coup, qui a le 7ème temps de jeu. Le 8ème temps de jeu, c'est Cameron Payne. Oh là 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 là. Le 9ème temps de jeu, c'est l'ennemi de Rafik. L'ennemi de Rafik. Oh là là, Landry Shamet. Un bon shooter qui peut avoir sa patte parce qu'il manquait en plus du scoring à 3 points. Il manquait un shooter. Bon, Landry Shamet peut très bien remplir ce rôle-là, mais le problème, c'est que même sur les ailes, c'est faible, quoi. Ah bah, là, tu regardes leurs ailes, sur le banc, ils avaient signé Matt Ryan. Alors, j'aime bien Matt Ryan, c'est un bon shooter. Oui, c'est un shooter, mais l'impact physique face à des Tatum, va faire quoi? C'est juste un shooter, et sinon, bah, leur dernier ailier sur le banc, c'est Jacob Toppin, qui, bah, est-ce qu'il a le quart du talent de son frère? J'ai un doute. J'en doute aussi. Donc t'es vite limité, et puis en plus tu regardes leur trade deadline, ils ont fait un seul trade, c'est du coup le trade de Jericho Sims, ils ont récupéré Delon Wright. Voilà. Ah, le défenseur là? Ouais, Delon Wright qui pour l'instant a joué 3 matchs. 3 matchs chez les Knicks, 4 minutes de moyenne, enfin voilà. En sachant que du coup t'as déjà McBride qui joue meneur,
Et Cameron Payne aussi. McBride qui est un peu décalé en deux quand il y a Payne et tout, mais Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. ils sont allés chercher un C'est là. guard alors qu'ils ont personne sur les ailes. Il y a de quoi se poser des questions sur la manière, à mon avis, dont les Knicks vont pouvoir mener ces derniers temps de saison régulière. En fait, malheureusement, c'est comme toute fois qu'il y a Thibodeau, n'importe quoi. On veut pas qu'il y ait de blessures. On veut pas qu'il y ait de blessures parce qu'on sait très bien que si les Knicks ont une blessure, ça va couper court. Après, quand tu regardes la personnalité, notamment des joueurs majeurs des Knicks, j'ai pas l'impression que ça les dérange. Et Non, en je pense première pas. ligne, je pensais, en première ligne, par rapport à cette philosophie, hein, en première ligne, je pense immédiatement à Josh Hart, Ouais. qui de base est un bagarreur au niveau, qui c'est un battant, il va au duel, c'est lui qui affronte le meilleur scoreur adverse. Même Anunoby, il peut très bien remplir ce rôle-là. Physiquement, il présente quand même certains avantages, il n'y a pas de souci avec ça. Avec Robinson qui revient, les choses peuvent en effet, espérons-le, plus changer pour eux, parce qu'ils auront une vraie dissuasion défensive. Parce que si jamais t'as Big Cat, qui est le troisième pivot qui encaisse le plus de points dans la raquette, Aussi, il faut attendre le retour de Mitchell Robinson parce que ça va permettre de faire de nouvelles rotations. ouais, Tu peux soit le faire sortir du banc, je pense qu'il sortira du banc au début. Et tu peux faire un peu comme quand il y avait Rudy Gobert et Carl Anthony Towns, on en a parlé tout à l'heure. Tu absolument, peux refaire des absolument, line-up comme absolument. ça avec. Je pense que Josh Hart doit rester titulaire. Parce il va faire le lion. Mais tu vois, en sortie de banc, tu peux avoir Michael Bridges par exemple. Et ce sera un Bridges en plus. sortie de banc? Bah, Bridges ou Anunoby ou Josh Hart, tu vois, ce sera un des trois en sortie de banc. De toute façon, si Ouais. Robinson est titulaire. Et dans tous les cas, ce sera un vrai plus pour ta rotation. Oui, quoi qu'il arrive. Parce que, Ouais, je pense qu'on peut le dire, si t'as un de ces trois-là qui sort du banc, c'est factuellement le meilleur sixième de la ligue. en parlant de qui? Bah, de Hart, Bridges ou Anunoby. Si t'as un de ces trois-là qui sort du banc, tu vois, en termes de niveau, il y a peu d'équipes, même pas d'équipes, j'ai envie de dire, qui peuvent te dire, bah, j'ai un mec de ce niveau qui sort du banc. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, les Cavs ont recruté DeAndre Hunter, qui avait très bien rempli ce rôle-là en sortant du banc déjà du côté des Hawks. Ouais. Et qui avait même de très très belles performances, je le voyais. Ça pouvait m'arriver d'être connecté la nuit pour regarder une partie des Hawks, je sais même pas ce qui m'a pris. Vraiment peu importe. Mais ouais, Hunter a très bien répondu présent à ce rôle-là. Il le fait bien du côté des Cavs. Moi, j'estime que oui, il y a de la confrontation. Mais c'est vrai que Josh Hart, ouais, en sortant du banc, en fait, il a déjà fait en carrière. Bah, au Il a Knicks fait en aux plus. Lakers, il a fait aux Knicks, il a fait à New Orleans, il a fait même aux Blazers. Il a toujours été performant dans ce qu'on attendait de lui. Mais le problème, c'est que autour de lui, il y a du scoring, comme tu l'as dit, mais ça m'a l'air beaucoup trop limité. Vraiment, ça m'a l'air trop limité. C'est quoi Je leur pense. programme, les Knicks, là, dans les premières semaines? Alors, attends, je vais te dire ça tout de suite. Alors, les Knicks, ils sont là. Alors, prochain match, du coup, c'est cette nuit contre les Sixers. Ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller, vu la déception absolue qui arrive. Ce week-end, ils ont un back-to-back de prévu. Ils font Grizzlies et le Heat. Donc, Grizzlies chiant. Le Heat, ça peut poser des problèmes aussi un peu. Ouais, comme toujours. Ensuite, ils ont un bon programme, hein, parce qu'après le Heat, du coup, ils vont jouer les Warriors, qui sont en forme. Les Ouais, Lakers, qui sont aussi en forme. tout à fait. Back-to-back, après les Lakers, back-to-back contre les Clippers. C'est pas une petite Ouais, équipe. Ensuite, tu vas aller jouer les Kings. qui lutte pour les playoffs, là. Mm. Après, tu redescends un petit peu, tu vas affronter tes Blazers. Donc tu redescends un petit peu en intensité quand même. La hiérarchie, oui, c'est vrai, même si Toumani Kamara se bat très très bien. Et après, tu retournes affronter les Warriors. Le programme, il est complexe hein, quand même hein, pour nos bonhommes là. Et oula, ouais, ils ont deux back-to-back de suite parce que du coup, tu fais Warriors Heat le 16 et le 17 mars. Et ensuite, je pense qu'il y a un problème de programmation parce que là, ça me marque que le même jour, ils jouent les Spurs et les Hornets. Ouais, ça va changer tout ça. En tout cas, c'est deux équipes qui sont clairement abordables au niveau du classement. Euh, Par rapport même à leur niveau de performance, soyons clairs. Les Knicks sont troisième. À mon avis, ils vont sans doute le rester. En tout cas, je l'espère pour eux. Parce que derrière, Ah, t'as attends, ils quoi, y a jouent. 4 victoires d'écart. 4 à 5, ouais. Attends, je suis en train de voir parce que du coup, le 19 et le 20 mars, tu joues les Spurs à San Antonio le 19, le 19 heure française à 1h du matin, tu joues les Spurs à San Antonio.
Et dans la nuit de jeudi à vendredi, à minuit pile, tu joues les Hornets. Mais à Charlotte? Oui, à Charlotte, oui. Donc les mecs, ils vont voyager. Donc les mecs, ils vont jusqu'à San Antonio le 19. Ils jouent les Spurs, du coup, là-bas le soir. Et juste après, ils doivent aller jusqu'à Charlotte pour jouer les Hornets. Donc ils vont enchaîner 2 matchs en moins de 24 heures, en fait. Et je sais pas comment physiquement les mecs ils vont pouvoir s'en sortir, mais en tout cas, C'est mal foutu. ouais, non, vraiment mal foutu. C'est pas le quart qui va t'amener. Hein. Encore si c'était San Antonio, Dallas, Ouais, ça va, tu vois, back to back. tu dis, il y a moins de 24 heures entre les deux, bon, ok, c'est chiant, mais t'es pas très loin. Ouais, parce que c'est dans le Texas, voilà, c'est à côté, mais ne me dis pas Caroline du Nord. Ah, c'est compliqué. Ouais, ça fait un bon quart de distance sur la carte, ça. Ouais, mais tu vois, avec tous ces éléments-là, c'est là où il faut observer également la santé des joueurs. On a plusieurs fois critiqué Thibodeau à ce sujet-là au niveau de nos confrères américains. Ça ne l'a pas empêché de faire les mêmes choses de la même manière. Moi, j'estime qu'il y a un plafond de verre. J'estime que la question est bien posée par rapport au plafond de verre du côté des Knicks. Automatiquement, les éléments de progression, je dirais Michael Bridges aussi. Ah bah, si tu veux d'autres éléments de progression, on peut parler de la défense. Même si les Knicks se donnent, niveau de la défense, ils ont que le 20e defensive rating. Ah, c'est pas prévu ça. C'est aussi du coup, c'est une des équipes qui laisse, je crois que c'est l'équipe qui laisse le moins de tirs à 3 points par rapport à l'adversaire, tu vois, qui laisse les équipes en prendre le moins, mais, parce qu'il y a un mais, c'est l'équipe qui encaisse le plus de points à 3 points, alors que c'est eux qui en laissent le moins. Ça veut dire que quand ils en laissent un, c'est sûr que ça rentre, quoi. Bah en fait, les adversaires des Knicks tournent à 38% à 3 points. Et on parle de stats d'équipe. Donc ça veut dire que tous les mecs qui jouent les Knicks sont chauds à 3 points. ils sont déter, ça veut dire les mecs. Et même au niveau des pourcentages globaux des équipes adverses, c'est la 6e pire équipe. Alors j'ai 2-3 équipes. J'ai noté 5 équipes qui ont de meilleures où les équipes adverses shootent moins bien que contre les Knicks. Il y a les Wizards, les Bulls, les Raptors, les Blazers et les Pacers. Les Pacers, les Pacers, du coup, les équipes adverses shootent moins bien contre les Pacers que contre les Knicks. Et pourtant, on a la réputation d'être de très mauvais défenseurs, ce qui est vrai. Et c'est pour ça que j'ai pris ces équipes-là. Tu vois, j'ai pris les Blazers parce qu'en plus, tu sais, c'est une équipe. Le bilan est pas ouf. Tu sais, c'est pour ça que j'ai pris les Blazers, même si sur ces 5-là, je pense que c'est ceux qui défendent le mieux. Mais bon, les Wizards qui ont quoi? Ils ont 10 victoires. Ouais, 10 victoires et 45 défaites. Ouais. Et tu shootes moins bien contre les Wizards. Non, ils abusent, les mecs. Non, ils abusent. Pareil, j'avais des stats sur le clutch. Alors, au niveau du clutch, ils sont quand même assez hargneux. Parce que du coup, c'est l'équipe qui score le plus dans le clutch dans la ligue. Ah ouais? Ouais, ils scorent 11,6 points dans le clutch par match. Donc c'est pas mal quand même. Hein. Ils sont devant les Cavs, où les Cavs dans le clutch, ils t'éclatent. Ils ont le second meilleur pourcentage de victoires du coup dans le clutch. Et ce second meilleur pourcentage au tir. Voilà. Le meilleur pourcentage de victoires dans le clutch, c'est les Cavs. Hein. Voilà. C'est les Cavs, hein. Ouais, évidemment. Après, ils ont le deuxième pire pourcentage à 3 points, les Knicks, dans le clutch. Mais bon, tout le reste, c'est excellent. Mais l'autre problème dans le clutch des Knicks, tu vois, c'est là où, où ça me fait marrer, c'est la deuxième équipe qui encaisse le plus de points dans le clutch. Ah, mais ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. C'est là où, justement, la présence Et Robinson est importante. Tu veux l'écart points marqués, points concédés dans le clutch? Vas-y. Plus 0,6. Donc ils scorent 11,6 points et ils en prennent 11 dans le clutch. Ah, c'est limite, hein. Je comprends pas que tu puisses être littéralement la meilleure équipe offensive dans le clutch, mais la pire équipe défensive dans le clutch. C'est chaud. Encore, ce serait une équipe bas de tableau. Tu sais, où les mecs ils courent, machin et tout. Ouais, Hornets, là. Les poulets sans tête, là. Parce qu'en plus, tu regardes les Knicks, ils ont que la 23e pace. Ouais, je suis en train de voir aussi, non. Et puis, du coup, ça c'est un autre sujet aussi que j'aimerais aborder avec l'histoire de la pace.
Mais c'est quand même incroyable. Je trouve que c'est incroyable. En sachant qu'en plus, c'est la 3e équipe qui provoque le moins de fautes en NBA cette saison. Donc tu te prends 11 points, 0 lancer franc. C'est juste, tu te prends des pull-ups dans la tête. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être les Knicks ont toujours cette image rugueuse qu'on conserve à l'échelle de la notoriété qu'on a, de l'image des Knicks, notamment des années 90, et en plus de Tom Thibodeau qui se présente comme étant un coach défensif, et ce qui est vrai. Ouais. Mais ces différents paramètres ne sont pas vérifiables au cours de cette saison. Parce que moi, je vois 25e place, 14e, milieu de tableau, donc 113 points encaissés par match au cours de cette saison, c'était pas prévu. Ah non. C'était pas prévu du tout. Et ce qui est le plus grave, c'est que ces 113 points encaissés ont eu plus d'impact lors des grosses défaites des Knicks face aux gros. Bah, les Cavs, typiquement, on en parlait, où ils se sont pris 142 points par les Cavs. Mais tu te C'est souviens juste le ça. premier match de la saison face aux Six? Ah, c'est vrai, ils se font éclater, c'est vrai. J'ai oublié ça. Ils prennent une rouste. Ils prennent une vilainie. Et avec le programme que tu as détaillé là, qui va arriver pour le mois de mars, il y a de bons mastodontes de la conf Ouest qui vont arriver. Là, je me dis, tu joues 2 fois les Warriors, et les Warriors, comment ils jouent en ce moment avec Jimmy Butler qui est arrivé, Ouais. tu vas t'en prendre 150. Ah ben, ça va être chaud. Peut-être 300 en 2 matchs, en fait. Ça va être extrêmement difficile. Donc, avec tout ce bilan-là, il va falloir sincèrement que les Knicks serrent le boulon. Et pour ça, revenir à ses fondamentaux, pas de souci. Mais je pense que c'est un petit peu trop tard parce qu'offensivement, il y a du vrai progrès. Franchement, les Knicks, ils peuvent viser cette saison à les maximum finales de conf. Et encore, ce serait beau d'y aller. Non, mais quand tu regardes les bilans, c'est qui là? Ils sont 3e. Si on s'arrête là aujourd'hui, hop. Bah, demi-de-conf, c'est-à-dire t'affrontes les Celtics. Tu joues les Pistons au premier tour. Les Pistons, même si je pense pas qu'ils vont passer le premier tour, ça reste une équipe assez chiante à gérer. Et puis bah après, logiquement, au second tour, t'affrontes les Celtics. C'est des 6. Puis après, si tout se passe normalement, imaginons les Knicks font l'upset. Si tout se passe normalement, t'arrives, tu joues les Cavs qui depuis qu'ils ont changé leur style de jeu, bah ils t'éclatent. Ouais, bon, après, les Cavs sont censés affronter les Bucks de Milwaukee ou Indiana en demi. Bon. C'est pour ça que j'ai dit si tout se passe normalement avec les classements, tout ça. Ouais, t'as bien fait de le préciser parce que t'as bien envie de le placer, ton Cavs, en finale de conf, là. C'est pas gagné. Champion même, mais c'est un autre débat. T'es prêt à aller jusque-là? Tu sais que ça fait 2 ans, quand je fais mes brackets de playoff, je les mets en finale. Mais qu'est-ce qui te prend? T'aimes perdre de l'argent? Non, juste quand je fais les brackets de playoff, tu vois, je mise pas. Ah. Parce que c'est juste ce que j'espérais voir. Oh! Les Cavs en finale NBA? Anything is possible. Non, arrête. Allez, un dernier mot sur les Knicks, là. Qui t'emmerde le plus dans cette équipe? Ah, Thibodeau, hein. Oh, c'est facile. Ouais, C'est facile. je vois pas qui d'autre dire parce que Brunson, même si y a certains trucs qui m'énervent avec son jeu, ça reste un mec incroyable et qui fait quand même tout pour l'équipe, notamment financièrement, où t'as très peu de joueurs qui auraient fait ça. Bien sûr. Karl Anthony Towns, il s'est fait transférer comme ça du jour au lendemain. Il fait une pure saison. Il est fort. Josh Hart, c'est le style de joueur que personne ne peut détester. Globalement, j'ai jamais vu quelqu'un dire je n'aime pas Josh Hart. Ça n'existe pas. Bridges, il me saoule un peu, mais vas-y. Merci. C'est lui que je voulais que t'entends. En fait, c'est lui. Je lui laisse, tu sais, le petit bénéfice du. Vas-y, t'as changé ta mécanique. T'es arrivé, t'étais option 3 aux Suns. Tu vas au Nets, tu deviens Kevin Durant pendant 20 matchs. Après, on te met tout sur toi. Après, il a fait de la merde aussi, hein, je vais pas contredire. Bah, moi, j'irais lui en premier lieu parce que j'estime que défensivement, il s'est relâché par rapport à ce qu'il nous a produit en début de carrière. Il a été élu dans la 2e team défensive de la Ligue lors de la saison 21-22. Première, non? Il y avait du progrès. Parce qu'il a fini 2e au Deepoy. Ah oui, première, excuse-moi. Il était 2e au Deepoy cette saison-là. Ouais, 2e derrière Marcus Smart, si je comprends bien. Ouais. Donc, il y avait vraiment de quoi faire pour qu'il puisse progresser dans ce domaine-là. Il s'est embourbé dans un rôle qui n'était pas le sien, que lui-même a vu. Et du côté des Knicks, c'est vrai
qu'il y a eu ce changement, moins de shoot, on te met plus sous le corner, mais défensivement, tu es censé être plus fort. Il est censé être beaucoup plus fort que ça, il nous a produit. Donc pour moi, c'est, même si numériquement parlant, quand tu regardes les chiffres, c'est pas scandaleux, 48% au global, 74% de lancers francs, 17 points par match quand même, hein, ça reste quand même intéressant. Mais j'estime qu'en défense, il est l'un des responsables. Même Même en attaque, hein, quand tu regardes une partie de sa saison, la mécanique n'explique il a pas souffert. tout. Ouais, il a souffert à un moment, c'était difficile. Puis son Donc premier pour bon moi, match, c'est vraiment son premier bon match offensivement, c'était contre les Spurs à Noël. Ah oui, c'est vrai. Ils nous en collent 40. Ouais, 35, je crois, c'est pas un truc comme ça. Non, je crois plus de 40, ou un truc comme ça. Ouais, plus de 40, ouais, je crois que c'est... Il y a moyen, c'est son record en carrière. Je vais aller vérifier ça. Ah, on va vérifier ça tout de suite. Ah, Mikal Bridges. Ça m'étonnerait même pas. Rafik le déteste en plus. Ah, tu l'aimes pas? Rafik le déteste. Ah non, Rafik. Bon, ouais, Rafik l'aime pas, il était heureux de le voir souffrir avec la défaite légendaire face des Dallas, là. Ah non, septième match. C'est pas son record en carrière, c'était son deuxième meilleur match en carrière contre les Spurs. Il en met 41. 45 points. 45 points. 45 points, c'était honnête. Et il en met 41 contre les Spurs à Noël. Ouais, 41, ouais. Ce qui est déjà pas mal. Bravo. Personne va lui en vouloir. Moi aussi. Ouais. Ok. En tout cas, pour moi, les Knicks, plafond de verre. Et j'ai dit finale de conf, mais en fait, le max, c'est la demi, quoi. Et j'ai une dernière petite stat pour toi au niveau défense, si tu veux. Depuis le 1er janvier, donc ça nous fait 23 matchs. Donc depuis la nouvelle année. Est-ce que tu sais combien de matchs les Knicks ont fait en prenant moins de 110 en 23 matchs? En 23 matchs, très bonne question. Allez, sur 23 matchs, je dirais quoi? Moins de 110, j'aurais dit 16, 17. 5. Bon, ok. Bon, on a fini. Thibodeau n'est plus. Coach Tibbs, t'as changé. J'ai raison d'être vénère, en fait, contre tous ces mecs qui s'estiment défenseurs, mais en fait, vas-y. 5 sur 23? Ouais. Parce que du coup, 1er janvier, tu joues le Jazz, tu gagnes 119-103. 6 janvier, tu joues le Magic, tu perds 94-103. Ensuite, le 8 janvier, tu joues les Raptors, tu gagnes 112-98. Contre les Nets, tu fais 99-95 le 21 janvier. Ouais. Quand ils éclatent les Grizzlies, là, le 27 janvier, 143-106. Et sinon, c'est minimum... Ah, j'en ai oublié un, pardon, c'est 6 matchs. Ah. J'ai oublié un match contre les Bucks où ils leur mettent 140-106. Une vraie vitesse, ouais. Mais du coup, ça fait que 6 matchs sur 23 où t'en prends moins de 110. Et tu t'es pris des gros trucs, hein, là, quand même. Du coup, le fameux match contre les Cavs. Il y a un match contre les Hawks aussi qui va en overtime où il y a 149-148. Ouais, le match, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je crois. Ouais, c'était le 12. Il y a aussi contre les Lakers, tu perds 112-128. Même les matchs où tu vas scorer beaucoup contre les Kings fin janvier, tu gagnes 143-120. Tu prends quand même 120 points alors que tu les démontes. T'as des 124, des 126 points, 139 points que tu te prends contre les Bulls. Mais même les Bulls, c'était pas passé loin de la défaite, hein, le 21 dernier. Mais ils ont perdu contre les Bulls le 4 janvier. Ils sont pris quasiment 140 points pour les Bulls. Oh là là, ça veut dire qu'il y a même la défense, il y a même plus d'assurance sur ce jeu-là. Bon, j'estime qu'ils pourraient peut-être se remettre en question, mais il va falloir que les Knicks clairement se réveillent dans ce domaine-là s'ils veulent espérer voir faire une vraie présence en play-off. Parce qu'on n'attend pas. Ils sont 3e. Ils vont sans doute rester 3e. S'ils affrontent Détroit, on attend 4-1, voire 4-1. Moi, j'entends 4-1. Là, tu me dis, ça démarre là maintenant tout de suite un Knicks Pistons. Je pense que ça va en 7. Non. Ça peut aller en 7. Non. Parce que, après, c'est triste à dire, mais les Pistons, ils ont une meilleure rotation que les Knicks. Ouais, mais en play-off, t'as d'autres figures psychologiques que les Pistons n'ont pas encore et que les Knicks détiennent. Donc, je m'appuie plutôt là-dessus pour justifier le fait, est-ce que les Knicks arrivent en 4? Est-ce que psychologiquement, les Pistons arriveraient à gagner 3 rencontres sur une série de playoffs? Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas gagné 7 matchs consécutifs en saison régulière. Hein. Donc, ils n'en sont pas encore là. Laissons-les grandir. La dernière présence en playoffs, c'était en 2019, je crois.
avec Blake Griffin, je crois. Avec Griffin et Drummond. Ouais, Le duo ouais, du ouais. futur. Ouais, soi-disant, ouais. Bon, après, Griffin était blessé, le pauvre aussi, physiquement, c'était très dur. Donc, non, non, non. Laissons-les grandir Et calmement. en vrai, je suis en train de voir dans le 5 des Knicks, il y a que il y a que Josh Hart qui est pas allé minimum en finale de conférence. Sinon, ils ont tous fait au moins une finale de conférence, voire plus. Ouais, voilà. Donc, tu vois, avec tout ça comme panel et en plus avec un petit Bodo qui lui aussi a ses campagnes de playoff, non, ils doivent gagner 4-1 le premier tour. Ils doivent gérer un 4-1, voire même 4-0 s'ils sont sérieux. Allez, Mais pas on, plus. on, on autorise le 4-2 au cas où, parce que Cade est quand même très chaud, au cas où Cade prend vraiment feu. On autorise un 4-2, allez, allez. Ah non, j'autorise même pas ça. Le nombre de ballons perdus qu'il a, ça peut coûter cher en playoff parce qu'il en perd beaucoup des ballons aussi, hein. On Ah, regarde c'est beaucoup vrai. les chiffres qui sont positifs pour Cade, il n'y a pas de souci. Mais il perd aussi un bon nombre de ballons. Et beaucoup. Après, puisque Bickerstaff leur donne pas mal lui donne pas mal de feux verts. Ok, mais nous on voit ce qui se passe de l'autre côté et de ce que les autres ne voient pas. Ballon perdu, ça peut faire mal de l'autre côté. Mais tu fais bien de parler de Bickerstaff parce que j'avais carrément oublié que c'était lui leur coach. Et j'avais Bah oublié oui. que aussi au niveau ajustement in-game, c'est pas top. C'est vrai que c'est pas top. C'est vrai que Pourquoi? bah tu regardes ces dernières playoffs avec les Cavs à Bickerstaff, quand faut s'ajuster in-game, Ouais. entre deux matchs, il sait s'ajuster, mais s'ajuster au moment, il a quand même du mal, Bickerstaff. Je Bah ouais, ben, trouve pas bon là-dedans. je comprends ce que tu dis, mais moi j'ai toujours trouvé que les Cavs étaient assez durs avec lui. Parce que la demi-finale de conf, là, bon, c'est après, ouais. En fait, là, pour l'instant, Kenny Atkinson leur donne raison. Et j'aime bien Coach Kenny. Mais J'aime ce qu'ils bien, ont fait à Bickerstaff, j'estime ça difficile. j'aime bien Bickerstaff, hein, attention, je pense que c'est un très bon coach pour élever le plancher de ton équipe. Tu vois, bah, il l'a fait aux Cavs, il le fait aux Pistons, mais après c'est au niveau du plafond, tu vois, pour rejoindre les Knicks avec le plafond de verre. Et je pense que, bah, c'est quoi, je pense que Thibodeau c'est un peu dans le même cas, en mieux bien évidemment. En mieux, ouais. On va pas comparer Bickerstaff et Thibodeau quand même. Non. Mais c'est vrai que, bah, tu vois ce que je disais dans l'intro du débat, Thibodeau débarque aux Knicks, les Knicks retrouvent les playoffs, il réussit à motiver Julius Randle qui est en ballottage pour les All Defensive. Il va pas être All Defensive, mais il est en ballottage. Il va être All NBA, il va être All Star. Enfin, il a réussi à motiver un mec comme Julius Randle, qui était quand même, disons-le, un branleur. Ouais. Il a bien élevé le plafond le plancher, pardon, de cette équipe. Mais est-ce qu'il peut faire péter le plafond comme bah, les Bulls, tu vois, par exemple, les Bulls à l'époque? Est-ce que Thibodeau aurait pu faire péter le plafond des Bulls à l'époque avec les Derrick Rose, les Noah et tout? Ou est-ce que ça Mais se limitait la problématique des Bulls de l'époque, c'est la blessure de Derrick Rose qui change beaucoup de choses au niveau du paysage NBA, ça c'est une évidence. Et après, ils ont affronté les Tri-Amigos du Heat aussi en playoff deux fois, et perdre contre eux, c'est pas déprimant, mais on attendait quand même un certain haut niveau de la part des Bulls. Et moi, ben, la contrainte, c'est qu'on arrive à une situation de blessure. Et vu la manière dont il tire sur son 5 majeur, personne ne sera surpris si demain on apprend qu'il y ait X ou Y qui soit blessé. Bah, Karl Anthony Et Towns en premier, hein, j'ai envie de dire. Il a eu quelques pépins dernièrement. Ça peut être le premier à péter. ouais, ben j'espère pour eux que ce ne soit pas le cas, bien que je ne les porte pas dans mon cœur, mais Thibodeau, sur ce sujet-là, n'a pas changé. Attends. Il faisait jouer combien de minutes Karl Anthony Towns quand il était aux Wolves? Vu qu'ils ont déjà joué ensemble, même si on l'oublie un peu. Saison 17-18, je crois. Attends, je regarde. La saison où ils vont en playoff. Là. Oh, il le faisait jouer 35 minutes. Il le faisait jouer tout pareil. Rien ne change. Ouais. Ouais, il a quasiment exactement le même temps de jeu que cette année. Bah ouais, donc à partir de là, c'est que tu en plus, du côté des Wolves, il y avait une responsabilité qui était plus grande, qui était donnée à Karl Anthony Towns, parce que ben, les Wolves ne sont pas les Knicks qu'on voit aujourd'hui, c'est une évidence. Les Knicks ont acquis un certain panel avant l'arrivée de Towns, Bah, qui demande peut-être moins. c'est à peu près pareil, sauf que t'as remplacé Taj Gibson par Josh Hart. Ah, Au tu final. parles de ça? Non, moi je parlais plutôt des résultats sur le temps, parce que Ah les oui. Bulls ont fait bon nombre de temps sans playoff. C'est pour ça que je dis ça. Les Ouais. Knicks, on les a fait en 2020, on les a fait chaud au premier tour, en 2025 c'est aux Hawks d'Atlanta. 2021. Ah, ça c'est 21, ben voilà, 21, tu vois, il y a tout ça comme passif. Alors que les Wolves,
2004, quoi. 2004, après il y a eu Qui- 2018 du coup, où ils ont fait le premier C'est tour. ça. Mais Et c'est là après, où Thibodeau est là. Puis après ils ont réussi à se réinventer avec Anthony Edwards. Et voilà, exactement. Avec Anthony Edwards en 2020. En tout cas, les Knicks, plafond, Va à vous de falloir changer et commençons en défense d'abord. Donc, Brice, ton équipe 4 sur 10. moi j'en attends beaucoup du front office pour cet été du coup, parce que je pense que cette année c'est mort pour aller choper le titre. T'as encore 1 an de contrat derrière pour Bridges. Là faut aller récupérer des mecs de rotation. Faut dire à Thibodeau, écoute, on va te chercher des joueurs, réduis les temps de jeu de Hart, de Bridges, d'Anunoby, de tout ce petit monde, on te rajoute des mecs sur le banc, et vas-y, va gagner ton titre, va gagner le premier titre. Ben, sors de l'Est d'abord. Ouais, voilà. Sors de l'Est d'abord. Parce que... Mais je pense qu'ils ont les armes, s'ils ont une vraie rotation derrière, je pense ils ont largement les armes pour au moins sortir de l'Est. À voir, parce que maintenant, il y a une cohésion collective qu'il faut aussi créer, toutes ces histoires, mais autant se donner les meilleures armes possibles, en effet, l'été prochain. Bon, on pensait qu'à l'hiver, ils allaient pouvoir réagir. Ils Ça ont n'a pas rien été fait. le cas, contrairement, ils ont rien fait, contrairement à d'autres qui ont essayé de faire le nécessaire. Vous êtes 3e à l'Est. Si vous estimez que ça vous suffit pour passer, je l'espère pour vous. En tout cas, personne ne sera étonné de voir les Knicks sauter au 2e tour, hein. Surtout que là, actuellement, ils sont menés 3-0 en saison régulière face à Boston. Un Boston, en plus, qui est moyen bon. Ouais, ça dépend. Bah, il y a juste le premier match où ils étaient excellents. Puis après, bah, depuis, il y a eu la crise hivernale. Comme le PSG. Ouais. Comme le PSG à l'époque. Exactement. Mais Boston est champion en titre. C'est sûr que c'est pas à négliger, ça aussi. Effectivement. Et quand ils ont fait, je crois, ils sont sur 6 ou 7 finales de conférence Est sur les 8 années 5 à 6. Bah, Il y a un bon paquet, hein. il y a une saison où ils vont pas en finale de conférence parce qu'ils perdent au premier tour contre les Nets. Ouais, c'est les Nets de Kevin Durant en 2019. Mais sinon, 2019, 2019, ils perdent au second tour, je crois, les Celtics. Second tour face aux Bucks. Ouais. Après, du coup, il y a c'est Et 2021. 21, ils font premier tour. 21, ils font premier 21, ils tour. font premier tour. Et sinon, ouais, c'est que des demi de conf depuis 2000. Non, pas C'est 2016. des finales de conf. Depuis C'est des 2017. finales de conf. Depuis 2017, ouais. Que des finales de conf. Minimum. Jalen Brown ne fait que ça. Ouais, c'est vrai. Il fait que ça. C'est vrai. Et puis en plus, on peut même l'excuser parce que contre les Nets, il était blessé, il était pas là. Bah oui, c'est même ce qui explique même pourquoi peut-être qu'ils ne sont que 7e. Ouais. Avant d'affronter les Nets en 2021. Donc ouais, c'est vrai que pour passer les Celtics, va falloir y aller. Non, il est temps de grandir. Et voilà, donc c'est vraiment l'éventail à l'Est et il va falloir que les Knicks grandissent vite. Et le problème, c'est que la concurrence Avec ça avec les Cavs est clairement présente. Et heureusement qu'il n'y a que les Cavs et que le Magic a clairement ralenti. Parce que Même, ça aurait pu encore causer d'autres problèmes. Ne pas sous-estimer tes Pacers, qui avaient quand même très mal démarré de la saison. Ouais, Petit à petit, plus ça avance, plus vous montez en niveau, j'ai l'impression. c'est vrai, mais il faut autre chose. Il faut autre chose. Mais il faut d'ailleurs, même à titre individuel, Tyrese Haliburton a besoin aussi de step up individuellement parlant. Ouais, il le faut. Parce qu'il est en chute partout. Là, ça se relance bien à la passe et au scoring. J'attends de lui qu'il fasse un gros mois de mars. On va espérer. On espère pour toi, Damas, hein, peut-être un titre de joueur du mois pour Tyrese Haliburton, allez. Peut-être. On y croit. Puis comme ça, en plus, je pense qu'il a le titre de joueur du mois, ça veut dire que vous avez fait un mois de salaud, donc ça veut dire que vous êtes 4e. C'est ça. Et qu'on se rapproche des Knicks. Ouais, peut-être même 3e, hein, vu les résultats des Knicks. Ah, bon. C'est encore jouable. C'est encore jouable. On verra. Oui, c'est encore jouable, bien sûr. Il y a encore de l'espace, encore du temps, mais les choses commencent un petit peu à se dessiner quand même. À nous maintenant de réagir. Et je pense qu'on peut conclure sur ces belles paroles sur les Pacers de Damas. Ouais, ben c'est parfait. Un dernier mot peut-être pour la semaine à venir. Bon, n'oubliez pas que la vie est une fête. Vive Jermaine O'Neal. Oh, merci. Voilà, en plus, je l'ai paqué sur 2K il y a pas longtemps, donc je joue beaucoup avec Jermaine O'Neal. Il est fort, hein. Ah, j'aime bien. En plus, j'ai toujours bien aimé regarder des petites vidéos. Parce qu'au début, quand j'étais plus jeune, je croyais que c'était le cousin de Shaquille O'Neal. Quand j'étais jeune. Bah, comme tout le monde l'a pensé, hein. Puis au final, j'ai fait bon, c'est pas la même famille, mais j'aime bien quand même. J'aime beaucoup cet homme. un homme loyal en plus. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Non, ouais. Pour terminer, moi, ce dernier mot, j'ai toujours le seum du trade de Luka Doncic.
partie aux Lakers, j'ai toujours mal avalé. Et attention à Dallas, parce que Kyrie Irving s'est encore exprimé en mentionnant qu'il avait la peine de la perte de son hermano, donc son frère. Et quand lui, psychologiquement, il pète les plombs, ça peut être double ou quitte. En plus, il a une player option cet été. Kyrie aux Lakers pour la mid-level exception. Waouh. Alors là, non. Et les Lakers, ils font ça. Non. Tu peux même décaler Luka Doncic poste 3. Hein. Bah oui. Tu fais Mais il va jouer en deux. Kyrie meneur, Doncic 2-3, LeBron 3-4. Ouais, c'est bon. Tu recrutes un guard qui défend dur, par contre. Voilà, un pivot Vandenbleet, voilà, qui est là, pivot, et l'affaire, elle est dans le sac. Allez Hein. hop, on part pour... Mais Reeves est tradé. Reeves doit partir, par contre. Sortie de banc. Ah, je suis pas sûr, parce qu'il faut qu'il soit prolongé financièrement aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah. On verra bien, mais cet été, Kyrie Irving, ça va être intéressant, je pense. Ah, lui, il est capable de faire du bruit. Surtout si Dallas ne font rien sur le début de printemps, et c'est ce que j'espère. Je déteste Dallas. Eh bah écoute, j'espère aussi, parce que maintenant que Luka Doncic n'y est plus, je ne bande plus sur les Mavs. Et sur ces excellentes paroles, messieurs, dames, n'oubliez pas que la vie est une fête, et à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Ciao, bye bye.